Après présentation du projet de la nouvelle constitution au président de la transition, l'ère est à la vulgarisation du texte. Le comité de pilotage stratégique de vulgarisation de cette nouvelle constitution tient depuis ce matin sa première session chez le chef du gouvernement qui a présidé l'ouverture de la rencontre. Réunion du comité de suivi des engagements du Mali sur la CIPD plus 25. La rencontre valide les activités du plan d'action, de financement et de mobilisation des ressources. Les explications du directeur national de la population au cours de ce journal. Le mois de Ramadan est une véritable aubaine pour certaines de nos compatriotes, parmi lesquels les vendeurs à la sauvette, autrement dit, c'est les vendeurs ambulants. Mais attention, ces vendeurs s'installent de façon anarchique, chose qui provoque souvent des embouteillages, voire des cas d'accident. Sport football, les Aigles du Mali en déplacement à Casablanca au Maroc au compte de la 4e journée des éliminatoires de la CAN 2023 ont été battus 1-0 par la Gambie. Les Aigles restent toujours leaders de leur groupe et n'ont besoin qu'un point pour valider leur ticket pour la CAN en Côte d'Ivoire. Nous sommes heureux de vous compter parmi nous. Bonsoir à vous, merci et bienvenue dans ce 20h. Parcourir 1500 km à bicyclette pour prêcher l'intégration de nos États. C'est l'exploit de deux panafricanistes burkinabés, Mamadou Sawadogo et son camarade, ont mis plusieurs semaines pour rejoindre Bamako. Ils ont été accueillis par Yerewolo Debout sur les remparts et ont été reçus en audience par le Premier ministre. Suivant les propos de Mamadou Sawadogo, cycliste panafricain au micro d'Alousénine Touré. L'objet de notre présence ici aujourd'hui, c'est en tout cas demander à nos chefs d'État de vraiment, on a eu en tout cas 3 chefs d'État déterminés qui connaissent bien ce que nous on veut, la population. Et c'est la population en tout cas est prête pour les accompagner, les encourager et les demander en tout cas de vraiment nous écouter encore plus et nous accompagner aussi dans la lutte. Qu'est-ce que vous voulez effectuer? On veut en tout cas que les 3 présidents s'associent, s'unissent et pour le bien de toute l'Afrique. On a fait plus de 1100 et quelques kilomètres et on a encore plus de 1100 et quelques kilomètres pour aller en Guinée. Le message pour la Guinée, c'est le même message pour la fédération des 3 États. Kitawara le 25 février. Voilà. Mais avec le vélo, souvent il y a le repos, souvent qu'on prend des jours qui fait qu'aujourd'hui on est là. Lancement cet après-midi ici à Bamako des activités commémoratives du 50e du comité parlement inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel SILS. C'est une occasion pour les acteurs de cette organisation de rappeler les effets de la sécheresse des années 70 à nos jours et les efforts fournis par le SILS auprès des populations affectées. La cérémonie de lancement a été présidée par le Premier ministre Dr Shogel Kokalamaïga Koumba Sissé. 1973-2023, le SILS a 50 ans. Une commémoration sous les signes d'engagement au service des populations. D'où le choix de Bamako au Mali, un pays fondateur qui mérite reconnaissance, dira le secrétaire exécutif de l'organisation. Le choix de Bamako pour le lancement des activités du 50e du SILS n'est pas le fait du hasard. En effet, c'est la reconnaissance du rôle éminent que le Mali, membre fondateur du SILS, a joué dans l'institutionnalisation et la production du SILS. L'un des derniers actes étant la construction en cours du futur siège de l'Institut du Sahel. La création du SILS est à la fois une réponse politique par la mobilisation de la solidarité régionale et une réponse technique pour prendre en charge les défis que posait la sécheresse et l'insécurité alimentaire. Le comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel est engagé auprès des populations touchées par les effets de la sécheresse. Cela à travers plusieurs domaines d'intervention comme la sécurité alimentaire, le pastoralisme, la gestion durable des terres, les ressources en eau, entre autres. Le chef du gouvernement présent à cette cérémonie a rappelé les effets de la sécheresse sur les populations dans les années 70 et les efforts fournis par les pays membres du SILS. Il y a donc 50 ans, les pères fondateurs de notre organisation jetaient les bases d'une coopération inédite entre les peuples sahéliens et dans un souci de solidarité agissante afin de lutter contre les grandes sécheresses. Je dirais des effets du changement climatique,
comme on le dit aujourd'hui, qui ont rattrapé la région sahélienne dans les années 70, entraînant de nombreuses pertes en vies humaines et décimant plusieurs populations. Le CIS, malgré de nombreuses difficultés tant organisationnelles qu'institutionnelles, a toujours fortement appuyé ses États membres et les partenaires dans les actions de développement au profit des populations du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest par la mise en place des mécanismes, instruments et outils qui aujourd'hui permettent de mieux comprendre et faire face efficacement aux défis du développement durable dans la région. Aujourd'hui, le comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel compte 13 pays membres. Il n'intervient pas seulement dans le Sahel, mais aussi dans la plupart des États de l'Afrique de l'Ouest. Après la présentation du projet de la nouvelle constitution au président de la transition, l'heure est à la vulgarisation du texte. Le comité de pilotage stratégique de vulgarisation de cette nouvelle constitution tient depuis ce matin ici à Bamako sa première session autour du document pour mieux cerner le contenu. C'est le chef du gouvernement qui a présidé l'ouverture de la session. Plusieurs membres du gouvernement et cadres des différents départements participent à cette réunion. Alousseinou Touré. Le comité de pilotage de vulgarisation de la Constitution est composé de tous les membres du gouvernement et de certains services centraux. Il a pour rôle de faciliter la compréhension de cette Constitution afin d'en faciliter la vulgarisation auprès des citoyens. Il se réunit pour la première fois pour donner suite aux instructions du chef de l'État demandant une large diffusion du projet de texte. Après la remise officielle du projet de Constitution finalisé, le président de la transition, chef de l'État, son Excellence le colonel Assimi Goïta, dans l'élan d'un engagement infaillible de donner corps aux conclusions des Assises nationales de la refondation, a instruit le gouvernement, lors du Conseil des ministres du 1er mars 2023, de procéder à sa large vulgarisation auprès des forces vives maliennes de l'intérieur comme celles établies à l'extérieur. Dans le cadre de l'exécution de cette instruction, un comité de pilotage pour la vulgarisation du projet de constitution fut créé par un décret de M. le Premier ministre et placé auprès du ministère de la Refondation de l'État. Ce comité comprend 2 organes, une commission d'orientation stratégique et une cellule de coordination. L'objectif recherché à travers la présente session d'appropriation est de permettre aux membres du comité de pilotage d'appréhender le contenu et l'esprit du projet de constitution et d'aider à la conception des éléments de langage et des supports documentaires de la stratégie de vulgarisation. L'exposé des experts sur les innovations majeures contenues dans le projet de constitution a permis aux uns et aux autres de mieux s'approprier le texte et de peaufiner les arguments en direction de chaque groupe social en vue de son adoption. Le président de la transition a fait son travail, dira le Premier ministre, c'est lui de mettre le texte à la disposition du public. Le gouvernement s'évertuera quant à lui à développer les argumentations en faveur d'une plus grande adhésion des masses à ce projet. Le projet, je ne dis pas que c'est le Coran, mais nous devons le prendre comme tel. Seul le président, qui en est l'initiateur, peut apporter des modifications avant de soumettre le document à la révision. Donc on nous a donné un produit fini, nous devons se l'approprier. Ceux qui ont des observations, ils peuvent le dire, ils vont être communiqués au président. Il est le seul aujourd'hui, au nom du peuple, qui peut apporter des modifications. Pour le reste, je vous encourage tous à vous approprier ce texte-là. C'est un texte fondateur de la nouvelle République du Mali. C'est un texte de refondation. Mais la refondation, c'est avec des hommes dans un pays concret pour des objectifs précis. Donc, ce que nous devons faire dans les autres domaines aussi, démontrer aux Maliens que dans la Constitution, tout ce que le peuple a demandé sera fixé dans cette Constitution. Il y a des Maliens qui ne sont pas d'accord. C'est leur droit, on est en démocratie. Notre rôle, c'est de nous battre pour expliquer au maximum de Maliens pour que démocratiquement cette Constitution passe. C'est ce que le président attend de nous. Lui, il a fini son travail. Il lui reste juste le décret à prendre.
Ce décret, il va le prendre en temps opportun et fixer la date des élections. Mais avant ça, tous les Maliens doivent le connaître. Parce que ce qu'on a fait depuis le début, c'est de faire en sorte que tout ce que nous faisons soit approprié, accepté, partagé par tous les Maliens. Les échanges entre l'assistance et les experts ont permis de relever des points à éclaircir et des recadrages à faire dans l'élaboration des éléments de langage à la disposition des membres du comité stratégique de vulgarisation. Le comité national de suivi des engagements du Mali sur la CIPD plus 25 s'est réuni pour valider les activités supplémentaires du plan d'action, de financement et de mobilisation des ressources pour la mise en œuvre des engagements. Il s'agit aussi de présenter le rapport sur les niveaux de mise en œuvre de ces promesses. Pour plus de précisions, écoutons Sekou Amadou Traoré, directeur national de la population. Il est au micro de Nouhoum Sissoko. Après la tenue en 1994 au Caire en Égypte de la CIPD, Conférence internationale sur la population et le développement, celle organisée à Nairobi au Kenya un quart de siècle plus tard, appelée CIPD plus 25, 170 pays et entités ont adopté la déclaration de Nairobi qui invite les pays à la réalisation des 3 zéros transformateurs. C'est ainsi que le Mali a pris des engagements. Il s'agit de parvenir à zéro besoin non satisfait en planification familiale, contribuer à atteindre zéro violence sexuelle et sexiste, augmenter le budget alloué aux questions de population et développement, contribuer à la capture du dividende démographique, construire une société pacifique, juste et inclusive. Le Comité national de suivi des engagements du Mali mesure le chemin parcouru, procède à la validation des activités supplémentaires du plan d'action de financement et de mobilisation des ressources. Nous sommes à 5 ans quand même de ces engagements. Alors il faut évaluer, voir effectivement au niveau de chaque indicateur, nous sommes à quel niveau. Essayer d'adopter aussi un plan d'action de mobilisation et de financement des activités restantes. L'idée c'est de voir les engagements que le Mali a fait. Est-ce que ces engagements sont, d'abord, est-ce qu'elles sont encore valables? Le nouveau CRED doit aussi en partie être basé. La CIPD plus 25 visait à mobiliser la volonté politique et les engagements financiers pour intégralement mettre en œuvre le programme d'action de la CIPD. C'est pourquoi le ministère en charge des questions de population, à travers la Direction nationale de la population, et avec l'accompagnement financier du Fonds des Nations Unies pour la population, a organisé les 25 et 26 septembre 2020 la première réunion du Comité national de suivi des engagements du Mali sur la CIPD plus 25. Les moyens spécifiques pour la mise en œuvre des engagements ont été identifiés et le bilan des acquis sur la base d'indicateurs précis et les gaps ont été présentés. Le suivi des engagements du Mali requiert la responsabilité du ministère chargé des questions de population à travers la Direction nationale de la population. C'était là un reportage complet de Nouhoum Sissoko. Les régulateurs des télécommunications de l'Afrique de l'Ouest tiennent leur 20e assemblée générale. La rencontre annuelle est un espace d'échange et de partage d'expériences sur les meilleures pratiques dans le secteur des télécommunications. Réunis en assemblée, les acteurs de la sous-région font la revue des réalisations de l'année écoulée et réfléchissent sur comment relever les défis actuels. Salimata Ndao. Composée de 16 pays, l'Assemblée des régulateurs de télécommunications de l'Afrique de l'Ouest, ARTAO, a pris ses marques ici même au Mali en 2002. Et depuis 20 ans, l'organe sous-régional œuvre pour le développement des technologies de l'information et de la communication et leur accès à toutes les populations de la zone. La 20e Assemblée générale annuelle tire un bilan assez satisfaisant des actions posées par l'instrument de régulation. Notre capacité individuelle et collective à prendre en charge la régulation de notre secteur à travers notamment le pilotage des réformes structurelles aura permis d'assurer l'atteinte des objectifs initiaux, à savoir la facilitation de l'accès aux services de télécommunication au plus grand nombre d'usagers, qui est d'ailleurs mesurable par la disponibilité de services variés et de bonne qualité à des prix concurrentiels, et le tout grâce au renforcement des investissements productifs privés sur le plan national et international dans le secteur des télécommunications.
Le secrétaire exécutif de l'Artao, Aliou Youssouf Aboki, a mis l'accent sur l'importance de la technologie pour le développement de nos États. Certes, des avancées sont constatées, mais des défis s'affichent. Les régulateurs ont un rôle à jouer et c'est à l'occasion de l'Assemblée annuelle qu'ils peaufinent leurs idées. Le programme d'activité de l'exercice qui se clôture avait la particularité de porter un certain nombre d'activités et l'occasion sera donnée à Monsieur le directeur du secrétaire exécutif de partager les réalisations, mais aussi les défis qui nous attendent. Le département ministériel responsables de la politique du secteur se doivent d'anticiper sur la transformation digitale de la société et la qualité des services offerts aux populations. D'où nos attentes à recevoir de vous, les régulateurs, des propositions, des conseils et orientations du secteur bien pensés autour des défis et des opportunités liées au développement numérique. L'Assemblée annuelle adoptera le budget 2023 de l'organe qui sera exécuté par des instances dirigeantes renouvelées. La deuxième édition des journées scientifiques de l'ENSUP vient de s'ouvrir ici à Bamako. Durant 3 jours, les 150 participants suivront 2 conférences sur des thématiques relatives à l'anthropologie, à l'environnement, à la géographie ou la sociologie. Batraoré. C'est parti pour la deuxième édition des journées scientifiques de l'ENSUP, l'école normale supérieure de Bamako. Un rendez-vous décisif pour les enseignants-chercheurs ou chercheurs tout court, car la rencontre de 3 jours prévoit des communications sur des thèmes relatifs à la géographie, à l'environnement, à la sociologie ou à l'anthropologie. Au cours de ces 3 jours de rencontre, certes, des contacts et des amitiés se noueront entre les enseignants-chercheurs, permettant ainsi la coopération universitaire entre les différentes structures d'enseignement et de recherche en Afrique. Notre institution, l'École normale supérieure de Bamako, doit contribuer à l'émergence d'une génération de chercheurs capables de relever les défis de la bonne formation. L'école normale supérieure de Bamako fut et doit rester une référence en matière de formation des formateurs, dira la représentante du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Ces échanges doivent contribuer à l'amélioration de l'environnement, de la recherche et de la formation à l'ENSUP. Mieux, il s'agit d'offrir une visibilité nationale et internationale à cet établissement afin qu'il joue pleinement son rôle dans la formation des formateurs et disposer d'atouts considérables pour relever certains défis. Les journées scientifiques de l'ENSUP s'étalent sur 3 jours. Elles proposent 2 conférences et 110 communications aux 157 participants réunis pour la circonstance. L'Institut de pédagogie universitaire IPU tient dans ses locaux la 4e session de son conseil d'administration. À l'ordre du jour de cette session, l'adoption des rapports d'activité et financiers de 2022 et le plan d'action de 2023. Fademba Keita. Le personnel de l'Institut de pédagogie universitaire IPU est engagé depuis la création de la structure en 2019 à faire avancer la recherche en éducation. Pour ce faire, il invite les administrateurs présents à cette 4e session ordinaire à mettre l'accent sur les questions d'actualité telles que la pédagogie numérique, la diversité, l'inclusion et l'évaluation des apprentissages. La décision d'assurer la qualité des recherches à travers la création d'une revue intitulée « Les cahiers du laboratoire, langage, pédagogie, didactique, société et discours » est indispensable pour relever les nombreux défis. L'évolution rapide des technologies de l'information et de la communication, la diversité des profils et des attentes des étudiants, l'augmentation des effectifs dans les établissements universitaires sont autant de défis qui nous obligent à repenser notre méthode et nos pratiques. La question délicate de la gouvernance dans l'enseignement supérieur est le principal ordre du jour de ce conseil d'administration. Les progrès réalisés et les perspectives passent par l'intégration en vigueur de la didactique dans tous les curricula. Cependant, la route reste semée d'embûches. Je voudrais vous rassurer de l'accompagnement de la tutelle, car je demeure convaincu du rôle ô combien important
que vous devez jouer pour que notre enseignement supérieur, qui a été la fierté de tous les Maliens après les premières années de l'indépendance, retrouve ses lettres de noblesse grâce à une formation pédagogique désormais obligatoire pour enseigner dans nos IES et pour progresser dans la carrière d'enseignant. Afin de contribuer à une refondation de l'enseignement supérieur au Mali et pour plus de pertinence et d'excellence, les professionnels du domaine présents à cette 4e session du Conseil d'administration de l'Institut de pédagogie universitaire IPU sont invités à un examen approfondi et un diagnostic sans complaisance des documents soumis à leur appréciation. 7e session ordinaire de l'Agence des énergies renouvelables du Mali. Hier, le rapport annuel 2022, le plan de travail et le budget annuel 2023 sont entre autres points soumis aux administrateurs. Fanta Mamanyantao. Au cours de cette 7e session ordinaire du Conseil d'administration de l'Agence des énergies renouvelables du Mali, AER Mali, les administrateurs ont examiné le procès-verbal de la 6e session, le rapport d'activité 2022 et d'exécution du budget 2023. Au dire du directeur de l'agence, lors de la session précédente, le Conseil d'administration a formulé des recommandations parmi lesquelles certaines ont été mises en œuvre et d'autres sont en cours de réalisation. L'AER Mali veut contribuer à informer et à sensibiliser des promoteurs et utilisateurs d'équipements d'énergie renouvelable. Nous sommes en train de réaliser des moulins solaires, des ateliers de soudure, des charges de batteries dans la région de Moti pour créer des activités génératrices de revenus pour les femmes, les jeunes. Nous allons faire des projets d'irrigation à grande échelle pour les jeunes, pour les femmes. Le projet de budget 2023 de l'Agence des énergies renouvelables du Mali s'équilibre en recettes et en dépenses à la somme de plus de 650 millions de francs CFA. Ce budget est très faible comparé aux ambitions de l'Agence. Avec l'appui de nos partenaires, l'année 2023 sera consacrée à la poursuite des activités non achevées en 2022. Notons enfin qu'en matière de renforcement de capacité, des agents ont pu suivre différentes formations dans le domaine du solaire et de l'efficacité énergétique. Cette année, un accent particulier sera mis sur le renforcement des capacités du personnel de l'AER Mali et des structures partenaires à travers des voyages d'études et la mise en œuvre du plan de formation des 10 agents. La mise en œuvre du plan de communication sera une des activités phares de l'agence en 2023. L'USAID, à travers l'un de ses projets, appuie le Mali dans son combat contre la pandémie à coronavirus. L'organisation a remis au département de la santé un lot d'équipements composé de tablettes, d'ordinateurs et des accessoires d'une valeur de plus de 34 millions de francs CFA. Boubacar Kanouté. Le département de la santé et ses partenaires intensifient la lutte contre la pandémie du Covid-19 qui a durement affecté l'humanité. C'est ce qui justifie la remise de ces équipements par l'USAID à travers le projet Shizu dans l'optique de renforcer l'humilité collective au Mali. Le partenaire américain salue la détermination et la capacité d'anticipation des autorités qui ont permis au Mali d'accomplir une belle prouesse dans ce combat. C'est sur la base de l'évaluation de l'état des équipements de technologie de l'information menée par Chizu au niveau donc de la Direction générale de la santé publique, l'INSP, la cellule de la planification et de statistiques CPS, l'ANTIM et les régions de Sikasso, Ségou, Mopti et le district de Bamako que l'USAID a mis à la disposition du ministère de la Santé 46 ordinateurs, 87 Sovox et 64 tablettes. Cet appui s'élève à environ 35 millions de francs CFA. Ce partenariat fécond arrive au bon moment, a estimé le représentant du ministre de la Santé et du Développement social. C'est donc encore une fois le lieu d'adresser nos sincères et chaleureux remerciements à l'USAID dont l'appui au Mali n'a jamais fait défaut. Les acquis de cette expérience réussie seront capitalisés et se poursuivront au bénéfice de la population du Mali. Ces résultats ne devraient pas occulter les nombreux défis pour répondre aux exigences du système d'information sanitaire concernant la lutte contre la COVID-19. Le représentant du ministre de la Santé et du Développement social a par ailleurs profité de cette tribune pour exhorter davantage les Maliens à se faire vacciner pour briser la chaîne de contamination de la maladie à coronavirus.
Point Covid du jour, les services de santé ont enregistré un nouveau cas positif sur 116 tests réalisés. 2 patients guéris et 0 décès. À ce jour, 12 patients sont sous traitement. Les anciens étudiants et stagiaires maliens du Maroc viennent de tenir ici à Bamako leur deuxième rencontre annuelle. Au menu, un panel intergénérationnel sur la vie de l'association et les relations entre le Mali et le Maroc. L'association qui regroupe plusieurs plateformes entend œuvrer au renforcement des relations d'amitié entre les deux pays. Yaya Konaté. Ils ont en commun le fait d'avoir effectué une partie de leur formation au Maroc. Réunis en association, ces cadres maliens entendent servir de catalyseur au développement des relations entre le Mali et le royaume chérifien. Cette deuxième rencontre annuelle des anciens étudiants et stagiaires maliens du Maroc a ainsi évoqué, au cours d'un panel intergénérationnel, les liens séculaires qui unissent les deux pays, la coopération bilatérale contemporaine et les voies et moyens permettant de l'approfondir. À la lumière des échanges, on retient notamment que les deux pays ont sans doute de quoi s'inspirer l'un de l'autre. Nous, on est parti au Maroc en 1974. Nous avons assisté à des changements profonds, disons, dans tous les domaines, disons, au Maroc. Donc des changements dans le domaine de l'éducation, dans le sens de la santé et dans le sens de l'organisation du pays. Bon, ils ont une certaine stabilité qui est assurée par, disons, le système royal, qui fait que le Maroc se développe d'une façon continue et harmonieuse. Parmi ces domaines dans lesquels les anciens étudiants et stagiaires maliens du Maroc souhaitent un approfondissement de la coopération entre les deux pays, on note particulièrement la décentralisation, mais surtout la formation dans des filières dites d'avenir. On veut voir comment accentuer le partenariat entre le Mali et le Maroc, voir qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour la jeunesse malienne qui a étudié déjà au Maroc, leur insertion après les études. Et voir aussi dans ce changement politique et économique dans lequel le Mali est, voir quelles sont les opportunités que le Mali peut saisir aussi au niveau du Maroc. Au cours de cette rencontre, différentes générations d'étudiants et stagiaires maliens du Maroc ont évoqué les bons souvenirs de ce pays ainsi que les évolutions constatées depuis leur séjour dans le royaume. La vie de l'association n'a pas été oubliée. On note que l'année écoulée a été riche en événements. Ainsi, des attestations et trophées ont été décernés à plusieurs membres de l'association pour services rendus. L'artiste musicien Bonkana Maïga a également reçu un trophée de l'AESM, trophée à lui décerné pour ses 60 ans de carrière musicale. La cérémonie de la 5e édition du magazine à la découverte des leaders Malide s'est tenue le samedi 11 mars à l'hôtel de l'Amitié. Le Malide est engagé dans la promotion du leadership et dans la mise en lumière de ces hommes et femmes de valeur qui font preuve d'un leadership avéré. Pour cette édition ont été retenus l'unificateur homme de paix Guillaume Mamadou Hachim Diallo, Togola Awasimega, le cinéaste Ténéman Sanogo et le grand maître de la Kora Sidiki Diabaté. Une cinquantaine de jeunes ont bénéficié durant quelques jours d'une session de formation en entrepreneuriat, leadership technique, de recherche d'emploi et montage de projets. L'Alliance pour la refondation du Mali, AREMA, s'agrandit avec l'adhésion de 3 partis politiques qui partagent la même vision que l'Alliance. La cérémonie de signature du protocole de partenariat s'est déroulée le samedi 25 mars au siège d'Alliance pour la refondation du Mali, AREMA. Jules Sambou-Sissoko. 3 partis politiques, à savoir le Front Uni pour le changement et la paix, le Mouvement national pour le développement Fassonieta et le Parti malien pour le développement durable, ont fait le choix de rejoindre l'Alliance pour la refondation du Mali, AREMA, à travers la signature du protocole de partenariat politique. L'AREMA partage les mêmes objectifs, les mêmes principes, les mêmes valeurs que nos 3 formations. Et l'objectif principal de nos 3 formations qui consiste à soutenir la transition pour sa réussite, à consolider les acquis pendant et même après la transition. Donc on a vu que l'AREMA déjà a fait un grand travail dans ce domaine pour pouvoir mutualiser nos efforts
afin de faire un travail efficace, bien visible sur le terrain et contribuer à la réussite de la transition. L'AREMA, c'est l'appareil politique de rassemblement dont les responsables partagent des valeurs relatives à être maître de son destin, selon son président Mohamed Ousmane Ag Mohamedoun. Aujourd'hui, nous sommes une plateforme politique forte avec ces 3 partis qui viennent de faire la rentrée, forte de 30 partis politiques, 3 grands syndicats et puis près de 200 associations et organisations. Il faut rassembler le maximum de Maliens autour de cette dynamique doctrinale. Le leadership du colonel Assimi Goïta, aujourd'hui, a engagé une approche doctrinale à travers les 3 principes: le respect de la souveraineté du Mali, le respect des principes de choix des partenaires et stratégies et le respect aussi de la défense des intérêts vitaux des Maliens dans toutes les décisions prises. À l'entame de la cérémonie, les responsables de l'AREMA ont expliqué le choix judicieux de leur soutien à la transition pour un Mali refondé, souverain, libre et indépendant pour toujours. Un tour à l'intérieur du pays. En 5e région, plus de 52 millions de francs CFA, c'est le coût du sous-projet contribution à la protection des survivantes des violences basées sur les genres, exécuté par l'ONG AD Sahel Alternative pour le développement et l'environnement au Sahel. L'édit projet est financé par IDLO, Organisation internationale des droits au développement. Aminata Touré. Les sous-projets Contribution à la protection des femmes et filles survivantes de violences basées sur le genre VBG pour l'ancrage de la justice sur l'égalité des sexes dans les pratiques sociales de la communauté est exécuté par l'ONG Alternative pour le développement et l'environnement au Sahel, AD Sahel, dans la commune de Mopti. Les priorités du projet, c'est de partager l'information et de sensibiliser surtout les leaders religieux, les leaders coutumiers, afin que les pratiques sociales qui se passent au niveau de nos familles puissent avoir une répercussion positive sur la prise en charge des cas de VBG au niveau de la commune de Mopti. Pour un coût de plus de 52 millions de francs CFA sur financement de l'Organisation internationale du droit au développement IDLO, le projet va durer 8 mois et sera mis en œuvre dans les 8 quartiers de Mopti avec comme bénéficiaires directs les jeunes filles précoces, femmes victimes de violences physiques, sexuelles ou psychologiques, entre autres, et comme bénéficiaires indirects les membres de la famille, les membres communautaires des quartiers de la zone cible. Nous restons confiants que ce projet contribuera dans cette lutte implacable contre les violences basées sur le genre qui nous engage tous et toutes. Je ne doute point de l'engagement, de la détermination et de la disponibilité des partenaires et de toutes les parties prenantes pour assurer la réussite du sous-projet, qui retient l'attention des communautés bénéficiaires, porte ses fruits et permettent de contribuer à lutter de façon efficiente contre toutes les formes de violence faites aux femmes et filles pour une meilleure protection de cette couche vulnérable. Des questions-réponses ont permis aux participants d'être édifiés sur l'impact du sous-projet dans la commune urbaine de Mopti. Je vous l'annonçais au début de ce journal, le mois de Ramadan est une véritable aubaine pour certains de nos compatriotes. Ici, on parle des vendeurs à la sauvette, autrement dit des vendeurs ambulants. Mais attention, ces vendeurs s'installent de façon anarchique, chose qui provoque souvent des embouteillages, voire des cas d'accident. Souleymane Sidibé. Vendredi 24 mars 2023, il est 17h30 à Bamako. Nous sommes à l'heure de la rupture des jeûne. Les trottoirs des voies publiques sont envahis par des vendeurs à la sauvette. Du quinquelba et autres boissons par-ci, des dattes par-là. Une véritable aubaine pour ces vendeurs. Le phénomène change complètement le visage de la capitale. Quand vous essayez de traverser même ce qu'on appelle Dabanani, aujourd'hui on se demande même si on est dans la capitale. Aujourd'hui ça devient une gêne totale dans la capitale. C'est vraiment désolant. Vraiment, il faut trouver une solution. Aujourd'hui, il est difficile de circuler librement à Bamako à cause de ces vendeurs à la sauvette. Le ramadan ne doit pas être synonyme du dérangement. Pourtant, Nana Fane et Aminata Koumare, vendeuses de jus et du kengelba, sont conscientes de leurs actes. Mais disent-elles, ce n'est qu'une question de 30 jours. Le ramadan ne durera qu'un mois. Nous savons très bien que nous sommes en infraction. Chaque fois, les agents de la mairie viennent nous chasser ici.
Je viens vendre Kenkeliba ici seulement pendant les ramadans. Je sais qu'ici ce n'est pas un lieu de vente, mais c'est juste une question de temps. Pour certaines vendeuses, le choix de vendre sur le trottoir en cette période de ramadan, c'est justifié. Je vends les beignets ici tous les soirs parce qu'il y a beaucoup de clients au bord de la route et c'est plus proche de chez moi. On vend ici car les boutiques du marché sont chères. C'est pourquoi on s'installe sur les trottoirs. Malgré l'infraction que ces vendeurs commettent, ils sont appréciés. Ces produits qui étaient le plus proche de moi, parce que j'étais en cours de chemin pour rentrer chez moi, et c'est justement ce que j'ai vu. Du coup, je me suis arrêté pour en acheter. C'est un peu plus rapide pour moi que d'aller dans les supermarchés, parce que ça va me ramener à faire quelques déviations. Et je pense que m'arrêter là pour acheter, c'est ce qui va me faire gagner un peu de temps. J'achète Kenkeliba ici parce que la rupture me trouve sur la route, donc je romps directement avec. Et je pense que c'est une bonne chose. Ça arrange nous les conducteurs de mototaxi. Le mois de Ramadan est un moment dédié à la recherche de la grâce de Dieu. Alors sachons qu'en cherchant son gain, on doit éviter de déranger les autres en ces mois sacrés. Le ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille, en collaboration avec l'agence de communication Torche, vient de lancer la deuxième saison du film La danse inlassable, qui veut dire en bamanankan Doni Dongoma. Ce film nous parle spécifiquement des violences basées sur le genre. Sorona Kamisogo. Ce film retrace la vie d'une jeune fille appelée Sally, âgée de 14 ans. Sally a été violée par son oncle adoptif et elle finit par tomber enceinte. Quel avenir est réservé à cette jeune fille pour vivre pleinement sa vie de femme? En plus de l'histoire de Sally, plusieurs autres thèmes relatifs aux violences faites aux femmes sont abordés dans le film. La série se propose de transformer les normes sociales négatives en normes positives. Elle améliore les connaissances des populations sur les VBG. Les thématiques abordées sont entre autres les mariages d'enfants, l'excision ou les mutilations génitales féminines, MGF, les trafics et la traite des enfants, jeunes filles et garçons, l'esclavage des enfants. Dans la saison 2, certaines formes de violence cesseront grâce au changement de mentalité. Les coupables seront jugés en vue de réhabiliter les victimes qui sont les femmes et les enfants. En apportant leur soutien à cette activité, les partenaires comme l'Union européenne et les Nations unies sont convaincus que l'image peut aussi avoir sa place dans la conscientisation d'une population en détresse. L'élimination des violences basées sur le genre passe nécessairement par l'information et la sensibilisation des populations sur les conséquences graves et parfois irréversibles qu'elles engendrent sur les personnes survivantes, leurs familles et leurs communautés. C'est dans ce cadre que se situe la production et la diffusion au niveau national, sous-régional et international de la série télévisuelle Danse inlassable Doni Dongoma. Le gouvernement du Mali accorde une attention soutenue au respect des droits humains et mon département ne ménagera aucun effort pour soutenir toute activité en rapport avec le changement positif des normes sociales et de genre, en droite ligne duquel se trouve cette cérémonie du coup d'éclat pour le tournage de la saison 2 de la série télévisée Danse inlassable Doni Dongoma. La saison 2 de la série TV Danse inlassable dont Ani Dongoma est composée de 160 séquences et réalisable en plus de 52 épisodes de 20 minutes chacun. Les ressortissants de Kita étaient ce week-end au Palais de la Culture Amadou Ampateba pour la première édition de la Nuit de Kita. Cette activité culturelle vise à réunir les cadres de la localité pour le développement de la capitale de l'Arachide. Saloum Konaté. La Nuit de Kita, délocalisée dans la salle Banzoumana Sissoko, une façon de regrouper toutes les filles et fils de la capitale de l'Arachide à Bamako.
Ici, des ressortissants de la localité se sont retrouvés pour renforcer davantage les liens, la cohésion, l'entente et la fraternité entre eux. Pour cette première édition, plusieurs personnalités ont tenu à accompagner les jeunes pour cette fête collective. Une initiative des différentes associations des ressortissants de Kita à Bamako. La région de Kita est pleine d'artistes, d'hommes de culture. Donc nous avions jugé nécessaire de pouvoir revivre, de pouvoir revaloriser cette culture de Kita à travers non seulement nos artistes, mais aussi nos groupes culturels de nos différentes contrées, de nos différentes localités de Kita. Les ressortissants de Kita apprécient cette initiative qui, selon eux, servira de cadre approprié afin de mettre des stratégies en place pour le développement de la nouvelle région. On peut même dire que 90% des griots du Mali viennent de Kita, sont originaires de Kita. Donc c'est vraiment une ville de culture, une région de culture. Aujourd'hui, non seulement le côté culturel, mais ça permet aussi aux ressortissants de se retrouver. Ça, c'est le côté, pour moi, positif de la chose. En tout cas, ça a été une belle initiative. Nous sommes une nouvelle région avec beaucoup de potentialités. Et il est bon que toutes les associations de la région de Kita se mettent ensemble pour pouvoir mettre en place des stratégies de développement et pour permettre donc que notre région puisse devenir très vite opérationnelle. Quant au parrain du général Anatole Sangaré, il a invité les initiateurs à pérenniser cette nuit culturelle. C'était la joie quand j'ai appris que Kita est devenue une région. Une fois de plus, merci aux initiateurs pour cette nuit culturelle. Cette nuit de Kita, c'est également le prélude à un grand forum qui va se tenir à Kita. Pensé, imaginé, organisé par la société civile, des jeunes, des hommes, des femmes, pour réfléchir au futur développement de cette nouvelle région. Une chorégraphie retraçant l'histoire de l'épopée mandingue des artistes de renommée internationale, notamment le maestro Djelimadi Tunkara, Kandja Kouyaté ou encore la troupe Flenkulu Balani ont émerveillé la salle. Fin de la 8e édition du Festival international Sinankuyan. Le rôle du Sinankuyan dans la médiation des conflits, tel est le thème retenu pour cette édition. Boubacar Kanouté. Le Sinankuyan est un pan de la culture de l'ère géographique du Mandi qui permet de résoudre les conflits entre les différentes communautés à travers des mécanismes endogènes. Cet espace promeut la valorisation et la pérennisation de cet acquis qui est sur le point d'être ébranlé. La prestation de la troupe de Tomignan, les Koroduka de Sanoko, les artistes d'Afi et les marionnettistes du Pongi ont émerveillé les festivaliers. L'Association malienne pour la promotion des Sinankuyan, qui a comme mission d'apaiser les foyers de tension, qui a comme mission de renforcer la cohésion sociale, qui a comme mission d'intervenir dans les conflits, a placé ce festival sous le signe du soutien aux actions de recherche de la paix, de la cohésion sociale et de la réconciliation du gouvernement de la transition. On a quand même lancé le Sinankuyan. C'était pour ramener la paix, faire la réconciliation, en même temps éviter encore, il fallait prévenir d'autres guerres qui étaient quand même en gestation. Les autorités politiques et administratives de la commune de Sanankourouba n'ont ménagé aucun effort pour la réussite de cet événement, qu'elles jugent comme un facteur inéluctable pour la cohésion et la paix. C'est en quelque sorte l'une des valeurs les plus sûres que le monde n'ait jamais connues et inventée ici au Mali. C'est pour mettre fin à des conflits. Le Sinankuyan est un moyen extraordinaire de justice traditionnelle. C'est la justice qui rassemble les gens pour régler les conflits à l'amiable. Cette 8e édition a été un véritable rendez-vous du donner et du recevoir. Vivement la prochaine édition. Un mot de sport, les Aigles du Mali en déplacement à Casablanca au Maroc au compte de la 4e journée des éliminatoires de la CAN en Côte d'Ivoire ont été battus dans le groupe G 1-0 par la Gambie. Mais les Aigles restent toujours leaders de leur groupe et n'ont besoin qu'un point lors des 2 dernières journées pour valider leur billet pour la CAN Côte d'Ivoire. Retour sur ce match avec Aridjou Matina et Oumar Traoré. Ne disposant pas de terrain homologués, la Gambie reçoit le Mali au complexe sportif Mohamed V de Casablanca.
Pour ces matchs comptant pour la 4e journée dans le groupe G, le sélectionneur des Aigles, Eric Sékou Chel, a procédé à 8 changements par rapport à l'équipe qui avait démarré le vendredi dernier à Bamako contre la Gambie. Dès l'entame de la partie, les Aigles vont avoir la possession du jeu. Les ailiers Moussa Doumbia et Moussa Djenepo et l'attaquant Sékou Koïta vont buter sur le bloc défensif gambien. Ainsi, il n'y aura pas de réelle occasion de but de part et d'autre. 0-0 à la mi-temps. En deuxième période, les entrées d'Adama Traoré Malouda et Alou Dieng vont faire du bien à l'équipe. À la 63e minute, les Aigles vont avoir leur première véritable occasion de but par l'entremise d'Alou Dieng. Alors qu'on croyait les Aigles totalement libérés à aller chercher la victoire, c'est plutôt les Scorpions de la Gambie qui vont ouvrir le score à la 79e minute. Le capitaine gambien, à la suite d'un corner, reprend le cœur de la tête au premier poteau qui va se loger dans le but d'Ismaël Diarra Diawara. Ce but inattendu des Gambiens sanctionne finalement la partie. Les Aigles s'inclinent 1-0. Pour moi, Mali est un des meilleurs pays en Afrique. Je suis grand favori, je suis un grand amateur, un supporter de l'équipe de Mali. Seulement quand ils jouent contre moi, je ne suis pas supporter. So, je pense que Mali est le grand favori pour gagner le groupe. Et nous, on doit jouer maintenant extérieur au Sud-Soudan. Pas facile, mais on doit demander une victoire là-bas. Et le dernier match, quand Mali gagne ou joue un match nul contre le Congo, on a besoin seulement d'un point contre Congo-Brazzaville à domicile. Je pense que c'est réaliste. Un match où la Gambie est venue avec un bloc très très défensif. Voilà, où ils attendaient de nous contrer. Ils attendaient aussi notre erreur. On n'a pas été très performant au niveau de l'utilisation du ballon pour mettre hors de position ce bloc. On a dominé le match, mais la finition n'y était pas. Je ne peux pas ajouter à ce que le coach venait de dire tout à l'heure à ses joueurs. Il reste encore des échéances. Nous sommes dans une très bonne position. On peut le dire, ce qui reste pour la qualification est à portée de main. L'une des rares opportunités d'ailleurs que les Gambiens ont obtenues, ils ont su la matérialiser. Et je maintiens, je suis désolé que techniquement, on était meilleur sur le terrain. Mais voilà, c'est comme ça les compétitions. Malgré la défaite, les Aigles restent leaders du groupe G avec 9 points à 3 longueurs de la Gambie et du Congo. Lors de la 5e journée, le 12 juin prochain, le Mali se déplacera au Congo pour affronter les Diables Rouges du Congo. L'équipe nationale des moins de 23 ans se qualifie pour la phase finale de la CAN de la catégorie en match à retour. Comptant pour le dernier tour des éliminatoires, les Aigles olympiques se sont imposés 3-0 ce soir face au Sénégal. À l'aller, les nôtres avaient perdu 3-1. Je vous propose d'écouter Aliou Badra Diallo Dikonti, entraîneur de U23. Il est au micro de Salif Diakité. Je suis très content pour les jeunes parce que c'est une bonne génération. Je suis très content pour le public qui a fait les déplacements parce qu'ils sont en jeu, ils nous ont soutenus. Je n'ai jamais douté de cette équipe parce que je vous avais dit au départ qu'on n'avait pas fait assez d'entraînement ensemble. Mais là, on a les 4 jours, 5 jours qu'on a fait. Je pense qu'aujourd'hui, les jeunes ont montré qu'ils savent. Depuis le match du Sénégal, je savais qu'on pouvait quand même réussir quelque chose. Ils ont eu confiance en eux, ils ont mis 3 buts en première mi-temps. Je pense que je félicite le peuple malien, la fédération, le ministère et tout ce beau public qui nous soutient. Vraiment, nous sommes Maliens à victoire. Il y a des Maliens supporters. Bonne continuation pour les Aigles, toutes catégories confondues. C'est donc la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Que le bon Dieu nous assiste.